Ma femme m'a dit qu'elle passerait le week-end chez sa sœur, mais j'ai trouvé sa voiture garée devant l'appartement de mon associé à 2 heures du matin, avec les lumières encore allumées dans sa chambre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà découvert ses comptes bancaires secrets, les documents falsifiés, et le plan pour voler toute ma société de 3,8 millions d'euros, et j'enregistrais tout depuis 6 mois. On dit que les personnes les plus proches de vous sont celles qui peuvent vous blesser le plus. On dit que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais vraiment être réparée. On dit que quand on construit quelque chose de ses propres mains pendant 30 ans, on devrait faire attention à qui on laisse approcher des fondations. J'ai appris toutes ces leçons à mes dépens. Je m'appelle David, et à 65 ans, je pensais avoir compris la vie. J'avais construit Sullivan & Associates Construction, d'une opération à 2 hommes dans mon garage, à une société de 3,8 millions d'euros, avec 47 employés et des contrats dans 3 départements. Mon associé Daniel était avec moi depuis 22 ans, ayant commencé comme estimateur junior et gravi les échelons jusqu'à copropriétaire. Ma femme Margaret avait été à mes côtés pendant 25 ans, me soutenant dans les moments difficiles et célébrant avec moi pendant les périodes de succès. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fissure dans ma vie parfaite apparut un mardi matin de mars, quand j'entrais dans le bureau comptable de notre entreprise et remarquai quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Notre comptable, Janet, était malade depuis 3 jours et je révisais moi-même les rapports trimestriels quand je vis une série de transactions qui me retournaient l'estomac. 50 000 € avaient été transférés de notre compte d'exploitation principal vers ce qui semblait être un compte subsidiaire que je n'avais jamais vu auparavant. La signature d'autorisation ressemblait à la mienne, mais quelque chose ne semblait pas correct. Les traits de plume étaient trop prudents, trop délibérés, comme si quelqu'un les avait pratiqués. Mais ce qui attira vraiment mon attention n'était pas seulement la signature. C'était le timing. Le transfert avait été effectué un jeudi après-midi, exactement 15 minutes après que j'ai quitté le bureau pour une inspection de chantier. Quelqu'un avait observé mon horaire, attendant le moment parfait où il savait que je ne serais pas là pour questionner quoi que ce soit. J'appelai immédiatement Daniel dans mon bureau. « Dan, sais-tu quelque chose sur ce transfert vers le compte 4729 ?» demandai-je en lui montrant les papiers. Daniel regardait les documents et pendant juste une fraction de seconde, je vis quelque chose passer sur son visage. Pas de confusion ou d'inquiétude, mais de reconnaissance suivie rapidement de calcul. C'était le regard de quelqu'un qui avait été pris au dépourvu et formulé rapidement une réponse. « Oh, c'est le nouveau compte matériaux que Margaret a suggéré pour le projet Henderson. Elle a dit que ce serait plus facile de suivre les dépenses séparément. » Margaret, ma femme, l'avait suggéré. Mais Margaret n'avait jamais été impliquée dans nos opérations quotidiennes. Elle s'occupait de nos finances personnelles et aidait occasionnellement avec les événements d'employés. Mais elle n'avait aucune autorité de suggérer de nouveaux comptes commerciaux, moins loin d'autoriser des transferts. Quand a-t-elle suggéré cela ? La semaine dernière, quand tu étais sur le chantier Morrison. Elle est passée au bureau et nous en avons discuté. Je pensais que tu le savais. Je ne le savais pas, et quelque chose dans l'explication de Daniel semblait répéter, comme s'il s'était préparé à cette conversation. La façon dont il évitait le contact visuel direct, dont sa main bougeait inconsciemment vers son col de chemise, c'étaient des signes que j'avais appris à reconnaître pendant 30 ans de négociations avec des entrepreneurs et des fournisseurs. J'aimerais voir les papiers pour cette configuration de compte. Bien sûr, bien sûr. Je demanderai à Janet de les sortir quand elle reviendra. Mais Janet était toujours malade, et je devenais de plus en plus curieux à chaque heure. Cet après-midi, au lieu d'aller au chantier Morrison, je me rendis à notre banque et demandai à parler à notre gestionnaire de comptes commerciaux, Tom Bradley. Tom et moi avions travaillé ensemble pendant 15 ans, et je lui faisais totalement confiance. « Tom, j'ai besoin que tu me montres tous les comptes associés à Sullivan & Associates Construction. » Tom fit apparaître nos dossiers sur son écran d'ordinateur, et ce que je vis me glaça le sang. Il n'y avait pas seulement les 3 comptes que je connaissais, il y en avait 7, tous avec mon nom comme détenteur principal, tous ouverts dans les 18 mois derniers. Margaret, encore. Le projet Anderson avait été notre plus gros contrat l'année dernière, nécessitant la plupart de mon attention pendant 6 mois. Si quelqu'un voulait gérer de la paperasserie financière sans ma surveillance directe, cela aurait été le moment parfait. Peux-tu me montrer les cartes de signature ? Tom hésita. David, si tu t'inquiètes d'activités frauduleuses, je devrais probablement impliquer notre département de sécurité. Pas encore. Montre-moi juste les signatures. Les cartes de signature me firent encore plus mal à l'estomac. Elles ressemblaient à ma signature, mais elles étaient trop parfaites.
Ma vraie signature avait évolué au fil des ans, devenant plus hâtive et négligée, alors que je signais des documents quotidiennement. Ces signatures semblaient comme si quelqu'un avait soigneusement pratiqué la copie de mon écriture, étudiant les boucles et les angles jusqu'à pouvoir les reproduire parfaitement. Mais il y avait quelque chose d'autre qui me dérangeait encore plus. Les dates sur ces cartes de signature correspondaient exactement au jour où j'avais été en voyage d'affaires hors de la ville. Quelqu'un avait suivi mon programme de voyage et utilisé mon absence pour établir ces comptes frauduleux. Tom, j'ai besoin de relevés pour tous ces comptes remontant à 18 mois. Cela va prendre du temps à compiler. J'attendrai. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Tom, fixant près de 300 pages de relevés bancaires qui racontaient une histoire que je n'étais pas prêt à lire. Au cours des 18 derniers mois, 765 000 € avaient été systématiquement transférés de nos comptes commerciaux principaux vers ces comptes fantômes. De petits montants au début, 4 500 € ici, 7 200 € là, mais devenant plus importants et plus fréquents avec le temps. Le modèle était méthodique et intelligent. Les transferts se produisaient toujours pendant les périodes chargées, quand j'étais concentré sur de gros projets. Ils étaient toujours pour des montants qui ne déclencheraient pas immédiatement des signaux d'alarme comptable, et ils étaient toujours autorisés avec des versions parfaitement falsifiées de ma signature. Le transfert le plus récent avait été de 67 500 €, déplacé il y a seulement 3 jours pendant que je révisais, soi-disant, les rapports trimestriels. Tom, qui a accès à ces comptes fantômes ? Selon nos dossiers, tu as accès en tant que détenteur principal et Margaret a l'autorité de signature secondaire sur tous. Margaret avait l'autorité de signature secondaire sur des comptes que je n'avais jamais vus, détenant de l'argent que je n'avais jamais autorisé à déplacer, avec des signatures que je n'avais jamais faites. Ce n'était pas seulement du vol, c'était de la fraude d'identité à grande échelle. Mais les relevés bancaires révélaient quelque chose d'encore plus troublant. L'argent n'était pas seulement déplacé dans ces comptes fantômes pour y rester, il était déplacé encore, en plus gros morceaux, vers des comptes que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Quelqu'un blanchissait près d'1 million d'euros de l'argent de mon entreprise à travers un réseau complexe de comptes frauduleux. Je rentrais chez moi ce soir-là dans un état second, mon esprit s'emballant de questions dont je n'étais pas sûr de vouloir les réponses. Quand j'entrais dans notre maison, Margaret était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant doucement et semblant parfaitement à l'aise. Elle portait le bracelet de diamant que je lui avais donné pour notre 20e anniversaire de mariage, cuisinait mon plat préféré et agissait comme l'épouse dévouée qu'elle l'avait toujours semblé être. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-elle en m'embrassant la joue, comme elle l'avait fait pendant 25 ans. « Bien, réussis-je à dire. Et la tienne ? » ?»« Oh, tu sais, la routine habituelle. J'ai déjeuné avec Suzanne, fait du course, travaillé dans le jardin, rien d'excitant. » Elle mentait si naturellement, si facilement, que je me demandais combien de fois elle m'avait menti avant que j'en me rende compte. Le déjeuner avec Suzanne ne pouvait pas avoir eu lieu. Suzanne vivait à Marseille, pas localement. Les shoppings qu'elle mentionnait n'avaient pas abouti à de nouveaux achats que je pouvais voir. Et le travail de jardinage aurait été impossible, étant donné la pluie que nous avions eue toute la semaine. Chaque détail de sa journée était fabriqué, livré avec le même sourire aimant qu'elle me donnait depuis des décennies. Margaret, j'ai eu une conversation intéressante avec Tom Bradley aujourd'hui. Je regardais son visage attentivement, cherchant des signes de reconnaissance ou de nervosité. Pendant juste un moment, son sourire vacilla. Sa main s'arrêta dans son mouvement de remuer la sauce, mais elle se reprit si rapidement que si je n'avais pas spécifiquement cherché cela, je l'aurais complètement manqué. « Oh, à propos de quoi ? » ?»« Quelques activités de compte inhabituelles. Il a mentionné que tu étais récemment à la banque pour aider avec de la paperasserie. »« Oh, ça ! Oui, Daniel m'a demandé d'aider avec quelques configurations de nouveaux comptes, des affaires commerciales. Tu sais que je ne comprends pas vraiment tous les détails. » Un autre mensonge. Margaret avec une maîtrise en comptabilité d'une université prestigieuse. Elle avait travaillé pour un grand cabinet comptable avant notre mariage. Elle comprenait les détails financiers mieux que la plupart des comptables professionnels, et certainement mieux que Daniel. Quel genre de configuration de compte ? Je ne me souviens pas exactement, quelque chose sur la séparation des dépenses pour différents projets. Daniel a dit que cela rendrait les impôts plus faciles. Daniel encore. Mon associé et ma femme travaillant ensemble sur des arrangements financiers dont je ne savais rien. La façon dont elle disait son nom était aussi différente, plus douce, plus familière que le ton professionnel qu'elle utilisait habituellement quand elle discutait d'associés commerciaux. « As-tu dû signer quelque chose ? » ?»« Juste de la paperasserie, routine. Tu sais comment sont les banques avec la documentation. » Cette nuit-là, je restais éveillé à côté de Margaret, écoutant sa respiration paisible et me demandant depuis combien de temps cela durait. Depuis combien de temps falsifiait-elle ma signature ? Depuis combien de temps elle et Daniel déplaçaient-ils de l'argent dans mon dos ? Et plus important,
Qu'est-ce qu'il prévoyait d'en faire? Je devais le découvrir, mais je devais être intelligent à ce propos. Si Margaret et Daniel volaient à l'entreprise, ils planifiaient probablement quelque chose de plus grand que juste écrémer de l'argent. Ils pourraient planifier de reprendre toute l'entreprise, ou de la liquider, ou de disparaître avec les actifs. J'avais besoin de preuves. Et j'avais besoin d'un plan. Mais d'abord, je devais comprendre l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, je me déclarai malade, quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus de 5 ans, et passai la journée à mener ma propre enquête. Je commençai par fouiller notre bureau à domicile, cherchant des documents ou de la correspondance qui pourraient me donner des indices sur l'implication de Margaret dans les comptes commerciaux. Ce que je trouvais était pire que ce que j'avais imaginé. Caché dans un classeur étiqueté « dépenses ménagères », je découvris des copies de relevés bancaires pour des comptes que je n'avais jamais vus auparavant. Ce n'étaient pas les comptes fantômes que Tom m'avait montrés, c'étaient des comptes différents, ouverts dans différentes banques, tous avec des versions falsifiées de ma signature. Les relevés montraient des dépôts réguliers qui correspondaient exactement à l'argent manquant de nos comptes commerciaux. Mais ils montraient aussi des retraits réguliers, de gros montants déplacés vers des comptes avec des numéros que je ne reconnaissais pas. Il y avait aussi de la correspondance, des lettres de conseillers en investissement, d'agents immobiliers et de planificateurs financiers, toutes adressées à Margaret et discutant de planification de retraite et de stratégie de protection d'actifs. Les dates sur ces lettres remontaient à près de 3 ans. Margaret n'avait pas seulement aidé Daniel à voler à l'entreprise, elle avait planifié ce vol depuis des années, établissant une infrastructure financière complexe pour cacher et blanchir l'argent volé. Mais la preuve la plus dommageable était une note manuscrite dans l'écriture familière de Margaret, cachée entre les relevés bancaires. C'était une chronologie, détaillant les étapes de ce qui était clairement un plan à long terme. Phase 1, établir des comptes secondaires. Terminé. Phase 2, commencer les transferts systématiques. En cours. Phase 3, augmenter les montants de transferts. En cours. Phase 4, préparer les comptes offshore. Terminé. Phase 5, exécuter la liquidation finale. Objectif, juin 2024. Phase 6, départ. Objectif, juillet 2024. Juin 2024 n'était que dans 3 mois. Quoi qu'ils planifient, ils avaient l'intention de le terminer bientôt. La note incluait aussi des projections financières. Ils s'attendaient à voler environ 2,9 millions d'euros des comptes commerciaux, plus 1,6 million d'euros supplémentaires en liquidant des actifs de l'entreprise qu'ils prévoyaient de vendre illégalement. Leur objectif total était de 4,5 millions d'euros, près de 700 000 euros de plus que ce que valait réellement mon entreprise. Ils prévoyaient de gonfler la valeur de Suliman et Corporation Construction et de la vendre à des acheteurs qui n'avaient aucune idée qu'ils achetaient des biens volés. Je photographiais chaque document, chaque relevé bancaire, chaque correspondance. Puis je remis tout soigneusement exactement où je l'avais trouvé. Margaret ne devait pas savoir que j'avais découvert son plan. Cet après-midi, je me rendis au bureau d'un détective privé de l'autre côté de la ville. J'avais obtenu la recommandation de mon avocat dans une conversation décontractée sur la sécurité commerciale, sans jamais penser que j'en aurais besoin. L'enquêteur, un ancien détective de police nommé Marcus Webb, écouta mon histoire avec le professionnalisme calme de quelqu'un qui avait tout entendu auparavant. Mais je pouvais voir dans ses yeux que même lui était impressionné par l'étendue et la sophistication de ce que je décrivais. « Monsieur Sullivan, ce que vous décrivez ressemble à une fraude financière systématique, impliquant potentiellement vol d'identité, détournement de fonds, blanchiment d'argent et conspiration. Ce sont de graves crimes fédéraux. » Je sais qu'ils sont graves. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment le prouver sans les alerter que je suis conscient de ce qui se passe. La première chose que nous devons faire est tout documenter. J'ai besoin de copies de tous ces relevés bancaires, toute correspondance que vous avez vue et une chronologie de quand vous avez à bord eu des soupçons. Qu'en est-il de la surveillance? Marcus se pencha à renrir dans sa chaise, m'étudiant attentivement. La surveillance est délicate. Si nous parlons de suivre votre femme ou de surveiller votre associé commercial, nous devons être très prudents avec les lois sur la vie privée. Mais si nous parlons de protéger vos actifs et de rassembler des preuves de fraude en cours, nous avons plus d'options. Comme quoi? Nous pouvons surveiller les comptes commerciaux pour une activité inhabituelle. Nous pouvons suivre quand et où ces documents falsifiés sont créés. Nous pouvons enquêter sur les comptes offshore qu'ils ont établis. Et si vous suspectez qu'ils planifient quelque chose de plus grand, nous pouvons essayer d'anticiper leurs prochains mouvements. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de leur prudence et de combien de preuves nous avons besoin.
S'ils déplacent activement de l'argent en ce moment, nous pourrions les attraper en flagrant délit en quelques semaines. S'ils planifient quelque chose à plus long terme, cela pourrait prendre des mois. Je pensais à Margaret, freudelant dans la cuisine, agissant comme l'épouse dévouée qu'elle a toujours semblé être. Je pensais à Daniel, qui avait été comme un frère pour moi depuis 20 ans, qui avait été le moine de mon mariage, qui m'avait aidé à traverser la mort de mon père, et avait célébré avec moi quand nous avions décroché nos plus gros contrats. Je veux tout savoir, et je veux qu'il n'ait aucune idée que je le sais. Monsieur Sullivan, il y a quelque chose d'autre que vous devriez considérer. S'il planifie de liquider des actifs de notre prise, il pourrait aussi planifier de vous accuser d'évasion textile ou d'irrégularité financière. Les gens qui volent à cette échelle essaient souvent de faire passer leurs victimes pour les criminels. Cette possibilité ne m'était pas venue à l'esprit, mais elle avait plein de sens. Si Margaret et Daniel étaient attrapés, ils pourraient prétendre que j'étais le cerveau et qu'ils ne faisaient que suivre mes ordres. Avec toutes les signatures falsifiées et les comptes frauduleux en mon nom, il pourrait être difficile de prouver mon innocence. Que pouvons-nous faire pour me protéger de cela ? Nous documentons tout en temps réel. Nous établissons une chronologie claire montrant quand vous avez découvert la fraude et comment vous avez réagi. Nous rassemblons des preuves qui prouvent que vous étiez la victime, pas l'auteur. Comment faisons-nous cela ? Nous commençons à tout enregistrer, chaque conversation, chaque réunion, chaque activité suspecte. Nous construisons un dossier si complet qu'il n'y a aucune possibilité qu'il puisse vous faire porter le blâme. Au cours des 6 semaines suivantes, Marcus Webb transforma ma vie en une enquête soigneusement orchestrée. Il installa un logiciel de surveillance sur les ordinateurs de l'entreprise qui nous alerterait chaque fois que quelqu'un accéderait au compte fantôme. Il mit en place un système pour photographier tous les documents que Daniel ou Margaret pourraient créer ou signer. Il organisa une surveillance discrète de Margaret et Daniel pendant leurs activités quotidiennes. Et, plus important, il commença à les suivre. Ce que nous découvrîmes était pire que ce que j'avais imaginé. Margaret et Daniel n'écrémaient pas seulement de l'argent de l'entreprise. Ils ne commettaient pas seulement une fraude financière. Ils vivaient une vie complètement double, menant une liaison romantique tout en planifiant systématiquement de détruire tout ce que j'avais construit. Marcus me montra des photos prises avec des téléobjectifs, depuis des parkings et à travers des fenêtres de restaurants. Margaret et Daniel se tenant la main à travers une table dans un steakhouse cher. Le bras de Daniel autour de la taille de Margaret, alors qu'il marchait dans un parc de l'autre côté de la ville. Margaret embrassant Daniel au revoir devant un hôtel où ils étaient apparemment rencontrés pendant des mois. « David, ils ne sont pas seulement des partenaires commerciaux dans cette fraude, me dit Marcus, alors que nous passions en revue les photos dans son bureau. Ils planifient une vie ensemble. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de vous éliminer complètement pour qu'ils puissent recommencer. » Les photos peignaient l'image d'une relation qui se développait depuis des années. Il y avait des images d'eux dans des restaurants, des centres commerciaux, même une escapade de week-end dans un resort à 3 heures de route. Ils avaient vécu comme un couple en secret, tout en maintenant l'apparence de relations professionnelles et familiales avec moi. Mais Marcus avait découvert quelque chose d'autre, quelque chose qui changerait tout. « David, j'ai suivi leur communication et ils planifient cela depuis près de 3 ans. J'ai trouvé des dossiers d'un compte bancaire aux îles Caïmans qu'ils ont ouvert il y a 26 mois. Ils y ont déplacé de l'argent graduellement, probablement pour éviter de déclencher des exigences de rapportage fédéral. Combien d'argent ? À partir de la semaine dernière, il y avait 1,26 million d'euros sur ce compte. 1,26 million d'euros. Plus d'un tiers de la valeur totale de mon entreprise, volée de moi pendant 3 ans par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Il y a plus, continua Marcus. J'ai trouvé des preuves qu'ils prévoient d'accélérer leur calendrier. Daniel est en contact avec un courtier commercial sur la vente de Sullivan et Associates Construction. Il dit aux acheteurs potentiels que vous cherchez à prendre votre retraite et à liquider l'entreprise. C'est impossible. Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite, et même si je l'étais, je ne vendrai jamais sans être impliqué dans les négociations. C'est là qu'entrent les signatures falsifiées. Ils ont pratiqué votre signature non seulement pour les documents bancaires, mais pour les contrats de vente. J'ai trouvé des copies d'accords d'achat préliminaires dans le bureau à domicile de Daniel. Votre signature est déjà dessus. Marcus fit glisser un dossier sur son bureau. À l'intérieur, il y avait des photos de documents qui me glacèrent le sang.
Des contrats d'achat, des formulaires de transfert d'actifs et des papiers de dissolution, tous avec des contrefaçons parfaites de ma signature. Il prévoyait de vendre mon entreprise sous mes pieds, utilisant des documents falsifiés pour faire croire que j'étais un participant volontaire. Le temps que je découvre ce qui s'était passé, il serait parti avec l'argent, et je n'aurais plus rien que des factures d'avocat et les ruines de l'œuvre de ma vie. Et il y a autre chose, David. Quelque chose qui pourrait être la pièce la plus importante de ce puzzle. Marcus sortit d'un autre ensemble de photos. Celle-ci montrait Margaret et Daniel rencontrant un homme en costume cher devant un cabinet d'avocats du centre-ville. Cet homme est Richard Clayton, un avocat spécialisé dans la protection internationale d'actifs et les structures financières offshore. Il a aidé des clients fortunés à sortir de l'argent du pays pour éviter les impôts, les règlements de divorce et les enquêtes criminelles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie qu'il ne prévoit pas seulement de voler votre argent et de disparaître, il prévoit de le faire d'une manière qui rend presque impossible de récupérer les actifs ou de les poursuivre avec succès. L'étendue de la conspiration était à couper le souffle. Margaret et Daniel n'avaient pas seulement décidé de voler mon argent, ils avaient engagé des criminels professionnels pour les aider à le faire d'une manière qui les protégerait des conséquences. Mais ils avaient fait une erreur critique. Ils supposaient que, parce que je leur faisais confiance, j'étais aussi naïf. Ils pensaient que parce que je me concentrais sur le travail de construction plutôt que sur les détails financiers, je ne remarquerais pas ce qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils avaient tort. Marcus, j'ai besoin de ton aide pour retourner la situation contre eux. Qu'est-ce que tu as en tête ? Ils veulent voler mon entreprise ? Bien. Mais je vais m'assurer que quand ils le feront, ils obtiendront exactement ce qu'ils méritent. La première partie était trop longue pour tout suivre en une fois. Margaret et Daniel étaient sur le point de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Ils sous-estimaient l'homme qu'ils essayaient d'escroquer. Dans la deuxième partie, je leur montrerai qu'un simple entrepreneur de construction pouvait effectivement être assez sophistiqué pour déjouer leur conspiration criminelle élaborée. Ils voulaient me présenter comme naïf, je leur prouverai à quel point ils se trompaient. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais qu'à attendre qu'il y tombe. Le plan que nous développâmes au cours des 2 semaines suivantes était complexe, mais il était aussi élégant dans sa simplicité. Au lieu de confronter Margaret et Daniel directement, ce qui leur donnerait une chance d'effacer leurs traces ou de disparaître, nous allions les laisser terminer leur plan. Mais nous allions nous assurer que l'entreprise qu'ils volaient était sans valeur et que chaque euro qu'ils avaient pris pourrait être tracé et récupéré. Premièrement, Marcus m'aida à transférer discrètement tous les vrais actifs de l'entreprise, équipements, véhicules, outils et contrats, vers une nouvelle société que j'établis sous un nom légèrement différent. Sullivan Construction Services ressemblait presque identique à Sullivan & Associates Construction, mais c'était une entité juridique complètement séparée dont Margaret et Daniel ne savaient rien. Le processus prit 3 semaines et nécessita une coordination minutieuse avec nos clients principaux. Je dus expliquer à chaque client que nous restructurions l'entreprise pour des raisons fiscales et organiser le transfert sans heures de leur contrat vers la nouvelle société. La plupart de nos clients avaient travaillé avec nous pendant des années et faisaient confiance à mon jugement, donc les transferts se passèrent bien. L'original Sullivan & Associates Construction continuerait d'exister sur papier, mais elle ne posséderait rien de valeur. Quand Margaret et Daniel termineraient leur vol, ils voleraient une coquille vide. Deuxièmement, nous documentâmes chaque transaction frauduleuse qu'ils avaient faite. Chaque signature falsifiée, chaque transfert illégal. Marcus travailla avec une comptable judiciaire nommée Patricia Chun pour créer une piste papier qui serait impossible pour eux de nier ou d'expliquer. L'analyse de Patricia révéla la vraie étendue de leur fraude. Sur 3 ans, ils avaient volé 1,53 million d'euros en transfert direct, falsifié l'autorisation pour 360 000 euros supplémentaires en prêt d'équipement et commis une fraude fiscale en sous-déclarant les revenus de l'entreprise de près de 180 000 euros. David expliqua Patricia en me montrant ses découvertes. Ils n'ont pas seulement volé les revenus actuels, ils ont volé vos comptes de retraite, vos réserves d'urgence et même vos retenues fiscales. Quand ce sera fini, vous pourriez devoir de l'argent aux impôts que ces criminels ont volé. Troisièmement, nous installâmes une série de moniteurs de comptes bancaires qui nous alerteraient au moment où ils essaieraient d'accéder aux comptes des îles Caïmans ou de déplacer plus d'argent. Quand ils feraient leur mouvement final, nous serions prêts à tracer chaque transaction en temps réel.
Mais la partie la plus importante de notre plan était d'établir mon innocence au-delà de tout doute. Marcus organisa pour que je rencontre des enquêteurs fédéraux et fournisse un compte complet de ce que j'avais découvert, quand je l'avais découvert et quelles preuves j'avais rassemblées. La division de la criminalité financière de la police judiciaire était très intéressée par notre cas. Le commissaire principal Lisa Rodriguez examina notre documentation avec la minutie de quelqu'un qui avait vu des fraudes élaborées auparavant, mais était encore impressionné par l'étendue et la sophistication de celle-ci. Monsieur Sullivan, ce que vous avez documenté ici représente plusieurs crimes fédéraux. Fraude électronique, fraude postale, contrefaçon, détournement de fonds, blanchiment d'argent, conspiration et probablement des violations RICO étant donné l'implication de l'avocat offshore. Commissaire Rodriguez, je ne veux pas de vengeance, je veux de la justice et je veux récupérer mon argent. L'argent sera récupérable, nous avons des accords avec les banques des îles Caïmans pour exactement ce type de situation. Mais je dois demander pourquoi vous les avez laissés continuer la fraude au lieu de les arrêter plus tôt. Parce que si je les avais arrêtés plus tôt, ils auraient pu prétendre que tout était une malentendu. Ils auraient pu rendre une partie de l'argent, s'excuser pour la confusion et partir. De cette façon, il n'y a pas d'ambiguïté sur leurs intentions. Réflexion intelligente. Nous allons mettre en place une opération conjointe avec vous et votre enquêteur. Nous surveillerons leurs activités et rassemblerons des preuves en temps réel. Quand ils feront leur mouvement final, nous serions prêts. La partie la plus difficile était d'agir normalement autour de Margaret et Daniel tout en sachant qu'ils planifiaient. Chaque matin quand Margaret m'embrassait pour me dire au revoir, je devais prétendre que je ne savais pas qu'elle partait montrer mon associé pour planifier ma destruction. Chaque après-midi quand Daniel me briefait sur nos projets, je devais prétendre que je ne savais pas qu'il se préparait à vendre ses projets à des acheteurs qui pensaient que j'étais un participant volontaire. Mais j'avais une motivation qui me gardait concentré. Ces deux personnes avaient trahi 25 ans de mariage et 22 ans de partenariat. Ils m'avaient volé, m'avaient menti et avaient planifié de détruire tout ce que j'avais construit. Ils méritaient quelles que soient les conséquences que leurs actions leur amèneraient. Le fardeau psychologique était énorme. Je me retrouvais à étudier le visage de Margaret quand elle pensait que je ne regardais pas, cherchant des signes de culpabilité ou de nervosité. J'analysais chaque conversation avec Daniel, cherchant des indices sur leur calendrier ou leurs prochains mouvements. La partie la plus difficile était de maintenir l'apparence d'affection avec Margaret. Elle agissait toujours comme l'épouse aimante qu'elle avait toujours semblé être, cuisinant mes plats préférés, demandant comment s'était passée ma journée, faisant des plans pour des vacances que nous ne prendrions jamais ensemble. La dissonance cognitive de savoir que chaque geste d'affection était un mensonge, tout en devant encore répondre de manière appropriée, était épuisante. Mais c'était aussi éducatif. Je commençais à voir des modèles dans leur comportement que j'avais manqués auparavant. Les maux de tête de Margaret qui l'envoyaient au lito correspondaient toujours au soir où Daniel travaillait tard au bureau. Les réunions clients de Daniel, qui l'emmenaient hors de la ville, se produisaient toujours quand Margaret avait des courses, qui la gardaient loin de la maison pendant des heures. Ils avaient mené leur liaison et planifié leurs crimes directement sous mon nez pendant des années, et j'avais été trop confiant pour ne remarquer les signes évidents. Le jeu final commença un vendredi de juin, quand Daniel mentionna négligemment qu'il avait été contacté par un acheteur potentiel pour l'entreprise. « Deville, je sais que c'est probablement prématuré, mais j'ai eu une conversation intéressante hier avec une société de développement de Lyon. Ils cherchent à s'étendre sur notre marché et ils ont demandé si nous considérerions jamais vendre Sullivan & Associates. » Je fis semblant d'être surpris. « Vendre ? Dan, je ne suis pas prêt à prendre ma retraite. » Je sais, mais ils parlent d'argent sérieux, comme de l'argent sérieux. Ils veulent nous rencontrer la semaine prochaine pour discuter d'une offre potentielle. Comment ont-ils même su que nous pourrions être intéressés à vendre ? J'ai peut-être mentionné à quelques personnes que nous approchons l'âge de retraite. Tu sais comment les nouvelles se répandent dans cette industrie. Il mentait avec désinvolture, exactement comme Margaret avait menti. Mais contrairement aux mensonges de Margaret, les mensonges de Daniel menaient quelque part de spécifique. C'était le début de leur jeu final. De quel genre d'argent parle-t-on ? Ils ne voulaient pas me donner de chiffres spécifiques au téléphone, mais ils ont mentionné quelque chose dans la gamme de 7 à 9 millions pour toute l'opération. 7 à 9 millions pour une entreprise qui valait en réalité environ 3,8 millions d'euros en vrais actifs. Quelqu'un planifiait définitivement de gonfler la valeur et de prendre la différence.
Cela sonne vraiment comme de l'argent sérieux. Quand veulent-ils se rencontrer? Mardi après-midi. Je leur ai dit que je devrais vérifier avec toi d'abord, mais que tu serais probablement intéressé à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Organise cela. Ce week-end, Marguerite m'a dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur à Paris pour quelques jours. Suzanne se sont dépassées depuis son divorce, expliqua Marguerite en faisant sa valise. Elle a demandé si je pourrais venir rester avec elle pendant une semaine au moins, juste pour l'aider à se remettre sur pied. C'est très attentionné de ta part. Quand partez-vous? Dimanche matin. Je reviendrai probablement vendredi ou samedi, selon comment elle va. La sœur de Marguerite, Suzanne, vivait à Marseille, pas à Paris. Et Suzanne était divorcée depuis 3 ans, pas récemment. Marguerite rencontrait Daniel pour finaliser leur plan, coordonnant avec leur avocat offshore et se préparant pour leur fuite. Mais je souris simplement et dis à Marguerite de conduire prudemment. Dimanche soir, Marcus m'appela avec la mise à jour que j'attendais. Ils sont tous les deux ici en ville. Marguerite s'est enregistrée au Marriott du centre-ville sous le nom de Sarah Collins et Daniel l'a rencontrée là il y a 1 heure. Ils sont dans la même chambre. Enregistres-tu cela? Audio et vidéo. Nous les avons en train de discuter de la vente de l'entreprise, du compte des îles Caïmans et de leur plan pour disparaître au Costa Rica une fois la transaction terminée. Costa Rica. Ils avaient choisi un pays sans traité d'extradition avec la France. Ils avaient planifié cette fuite pendant des mois, peut-être des années. Quand planifient-ils de faire leur mouvement? Mardi, juste après la réunion avec les acheteurs. Daniel va te faire signer ce que tu penses être un accord de négociation préliminaire, mais c'est en fait un contrat de vente complet. Margaret sera en attente pour transférer tous les fonds restants de l'entreprise sur leur compte Caïman au moment où la vente sera finalisée. Et puis, ils seront dans un avion pour le Costa Rica mercredi matin. As-tu contacté le commissaire Rodriguez? Elle surveille la situation. Les agents de la police judiciaire seront en position pour les arrêter au moment où ils essaieront d'accéder au compte offshore. Mardi après-midi arriva avec toute la pompe et les circonstances d'un accord commercial majeur. Les acheteurs de Lyon s'avérèrent être des associés de Daniel, des acteurs jouant un rôle dans une fraude élaborée. Ils étaient convaincants, professionnels et enthousiastes à l'idée d'acheter Sullivan & Associates Construction pour le prix avantageux de 4,05 millions d'euros. La réunion eut lieu dans une salle de conférence d'un hôtel haut de gamme, avec Daniel jouant le rôle de mon partenaire et conseiller de confiance. Il avait préparé une présentation complète sur les actifs, contrats et potentiel de croissance de l'entreprise, tout basé sur des chiffres gonflés et des projections fictives. « Monsieur Sullivan », dit leur négociateur principal, un homme en costume cher qui se présenta comme Robert Chen, « nous avons examiné les finances de votre entreprise et nous sommes très impressionnés par ce que vous avez construit ici. Nous aimerions vous faire une offre que je pense que vous trouverez très attractive. » J'écoute. Nous sommes prêts à offrir 4,05 millions d'euros pour l'achat complet de Sullivan & Associates Construction, y compris tous les actifs, contrats et goodwill. La vente serait effective immédiatement avec les fonds transférés sur vos comptes désignés dans les 24 heures. Daniel hochait de la tête avec enthousiasme. David, c'est exactement ce que nous espérions. Le prix est juste, le calendrier fonctionne pour nous deux et nous pouvons finalement profiter de notre retraite. Je regardais le contrat qu'ils placèrent devant moi. Il était impressionnant dans le détail, avec du langage juridique qui aurait convaincu la plupart des gens que c'était une transaction commerciale légitime. Mais je savais que c'était une fraude conçue pour transférer la propriété de mon entreprise à des criminels qui pilleraient ses actifs et disparaîtraient. « Ça semble très complet », je dis en prenant un bulot. Juste pour confirmer, cette vente inclut tous les actifs de l'entreprise actuellement détenus par Sullivan & Associates Construction. Chaque actif, confirma Robert Chen. Équipement, véhicule, immobilier, contrat, compte débiteur, tout. Parfait. Je signai le contrat d'un trait de plume, sachant que je signais la propriété d'une entreprise qui ne possédait maintenant absolument rien de valeur. Daniel souriait d'une oreille à l'autre. Les faux acheteurs me serraient la main et me félicitaient pour une décision commerciale intelligente. Tous dans la pièce pensaient qu'ils venaient de réussir le crime parfait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'acheter une entreprise qui ne possédait absolument rien de valeur. Dans l'heure suivant la signature du contrat, je reçus un appel de Marcus. Ils ont mordu à l'hameçon.
Margaret vient de transférer 2,07 millions d'euros des comptes Sullivan et Associates aux îles Caïmans. C'est tout euro restant au nom de l'entreprise. Bien. Maintenant, nous refermons le piège. Mercredi matin à 9 h, pendant que Margaret et Daniel étaient probablement à l'aéroport se préparant à voler vers le Costa Rica, j'étais assis dans le bureau de la division de criminalité financière de la police judiciaire avec Marcus Webb, Patricia Chen et assez de preuves pour mettre 2 personnes en prison fédérale pour très longtemps. Le commissaire Rodriguez avait coordonné avec les forces de l'ordre internationales toute la nuit. Monsieur Sullivan, nous avons surveillé les comptes offshore en temps réel. Au moment où ils ont essayé d'accéder à l'argent des Caïmans, nous avons gelé les comptes et initié des procédures d'extradition. Nous avons aussi des agents en attente à chaque aéroport dans un rayon de 500 km. Qu'en est-il des faux acheteurs? Nous les avons arrêtés ce matin à leur hôtel. Ils ont déjà avoué et accepté de coopérer en échange de peines réduites. Mais Margaret et Daniel avaient fait une dernière erreur qui rendrait leur capture encore plus satisfaisante. Ils avaient réservé leur vol pour le Costa Rica sous leur vrai nom, probablement parce qu'ils étaient si confiants dans leur plan qu'ils pensaient ne pas avoir besoin de fausses identités. La sécurité de l'aéroport les arrêta à la porte d'embarquement, juste comme ils montaient dans leur avion pour San José. Margaret portait 42 300 € en liquide et un passeport avec un faux nom. Daniel portait des dossiers financiers détaillés montrant comment ils avaient planifié de blanchir l'argent volé à travers des investissements immobiliers costaricains. Ils portaient aussi des lettres d'amour qu'ils s'étaient écrites, décrivant leur excitation pour leur nouvelle vie ensemble et leur soulagement d'être finalement libérés de moi. Les nouvelles locales reprirent l'histoire ce soir-là. Un propriétaire d'entreprise locale expose un système de fraude multimillionnaire, était le titre, avec ma photo et un compte détaillé de comment j'avais découvert et documenté le plan de ma femme et de mon associé commercial pour voler mon entreprise. Mais l'histoire était plus grande que juste les nouvelles locales. En quelques jours, elle avait été reprise par les médias nationaux comme un exemple de criminalité financière sophistiquée et l'importance des propriétaires d'entreprises de se protéger contre les menaces internes. Je commençais à recevoir des appels d'autres propriétaires d'entreprises qui avaient des soupçons sur leurs propres partenaires, d'épouses qui avaient remarqué une activité financière inhabituelle et d'agences de maintien de l'ordre qui voulaient utiliser notre cas comme modèle pour enquêter sur des crimes similaires. L'appel le plus satisfaisant vint de mon avocat qui m'informait que non seulement je récupérerais chaque euro volé, mais que la compagnie d'assurance qui avait cautionné Daniel comme mon associé commercial était responsable de dommages supplémentaires. David, quand tout sera dit et fait, tu sortiras de cette affaire avec plus d'argent que tu n'en avais avant que la fraude commence. Comment est-ce possible? La compagnie de caution est responsable de couvrir toutes les pertes causées par les actions criminelles de Daniel, puisqu'il était un employé cautionné avec autorité de signature. Ils doivent te dédommager non seulement pour l'argent qu'il a volé, mais aussi pour la perturbation commerciale, les coûts légaux et la détresse émotionnelle. De combien parlons-nous? Entre les fonds volés récupérés, le règlement d'assurance et les jugements civils contre Margaret et Daniel, probablement autour de 6,5 millions d'euros. 6,5 millions d'euros. Le plan de Margaret et Daniel pour voler 3,8 millions d'euros avait résulté en moi recevant 6,5 millions d'euros à la place. Leur avidité avait spectaculairement mal tourné. Mais les conséquences légales étaient que le début. L'enquête de la police judiciaire avait découvert des preuves que Margaret et Daniel faisaient partie d'un réseau plus large de criminels financiers. L'avocat offshore, Richard Clayton, avait aidé des dizaines de criminels à blanchir l'argent et éviter les poursuites. Le commissaire Rodriguez m'appela 2 semaines après les arrestations avec une mise à jour. David, votre cas a ouvert une des plus grandes enquêtes de criminalité financière que nous ayons vues depuis des années. Nous avons identifié au moins 23 autres victimes de systèmes similaires, représentant plus de 40,5 millions d'euros d'actifs volés. Qu'est-ce que cela signifie pour Margaret? Daniel, cela signifie qu'ils font face à des accusations fédérales, sous la loi RICO, qui porte des sentences beaucoup plus longues que la simple fraude. Nous parlons de sentences à vie potentielles. Sentence à vie. Margaret et Daniel avaient pensé qu'ils planifiaient le crime parfait, mais ils avaient en fait signé leur propre sentence à vie. 6 mois plus tard, j'assistais au prononcé de sentence de Margaret et Daniel. Ils avaient tous deux plaidé coupables à plusieurs accusations fédérales en échange de sentences réduites, mais ils faisaient encore face à 25 à 30 ans en prison fédérale. Margaret semblait plus vieille, plus mince, et complètement défaite alors qu'elle se tenait devant le juge.
La femme confiante et manipulatrice qui avait falsifié ma signature et planifié ma destruction avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait brisé et désespéré. Daniel semblait encore pire. L'homme qui avait été mon partenaire et ami pendant plus de 20 ans, qui avait mangé à ma table et célébré les vacances avec ma famille, ne pouvait même pas me regarder pendant les procédures. Les commentaires du juge avant le prononcé de sentence étaient particulièrement pointus. « Monsieur Evans et Madame Sullivan, ce que vous avez fait représente le pire type de trahison. Vous n'avez pas volé des étrangers ou des corporations. Vous avez volé quelqu'un qui vous faisait confiance, quelqu'un qui vous considérait comme de la famille. Vous avez violé cette confiance systématiquement et délibérément sur une période d'années, montrant un niveau de préméditation et d'insensibilité qui est vraiment troublant. » Margaret reçut 28 ans en prison fédérale. Daniel reçut 32 ans. Avec les directives de sentence fédérale, ils seraient tous deux dans leurs 80 ans avant d'être éligibles à la libération conditionnelle. Mais la vraie justice n'était pas les sentences de prison. La vraie justice, c'était ce qui arriva ensuite. Dans l'année suivant leur arrestation, j'avais reconstruit Sullivan Construction Services en une entreprise encore plus prospère que Sullivan & Associates ne l'avait jamais été. Le règlement d'assurance et les actifs récupérés m'avaient donné le capital pour étendre vers de nouveaux marchés, embaucher des équipes supplémentaires et investir dans de l'équipement que nos concurrents ne pouvaient pas se permettre. Plus important, la publicité entourant le cas de fraude m'avait établi comme quelqu'un qui ne pouvait pas être trompé ou intimidé. Les clients savaient que je dirigeais une opération honnête et que j'avais l'intelligence et les ressources pour protéger leurs intérêts aussi bien que les miens. L'entreprise que Margaret et Daniel avaient essayé de voler valait maintenant plus de 8,6 millions d'euros, plus de double de ce qu'elle valait quand ils avaient commencé leur fraude. Je découvrais aussi quelque chose sur moi-même pendant toute cette expérience. J'étais plus fort et plus résilient que je ne l'avais imaginé. J'avais survécu à la trahison des deux personnes les plus proches de moi, déjoué leur système criminel élaboré et construit quelque chose d'encore mieux des cendres de leur destruction. 2 ans après le prononcé de sentence, je reçus une lettre de Margaret de prison fédérale. Elle voulait s'excuser, expliquer ses actions et demander mon pardon. La lettre faisait 12 pages, écrite à la main sur du papier de prison, remplie d'explications sur son enfance difficile, ses insécurités financières et sa prétention qu'elle s'était perdue dans l'excitation de planifier la fraude. « David, écrivait-elle, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner pour ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches que je t'ai aimé, à ma façon. La personne que je suis devenue dans ces années n'était pas qui je suis vraiment. J'étais consumé par l'avidité et la peur, et je me suis convaincu que tu serais mieux sans moi de toute façon. » Chaque phrase était un maître-œuvre de manipulation et d'auto-tromperie. Même depuis la prison fédérale, faisant face à des décennies d'incarcération, Margaret essayait toujours de contrôler le narratif et gérer ma perception de ses actions. Je lus la lettre une fois, puis la déchirai sans répondre. Certaines trahisons sont trop profondes pour le pardon. Margaret et Daniel avaient fait leur choix. Ils avaient choisi l'avidité sur la loyauté, la tromperie sur l'honnêteté et le crime sur l'intégrité. Aujourd'hui, à 71 ans, je dirige Sullivan Construction Service avec une équipe triée sur le volet d'employés qui comprennent que la confiance se mérite, ne se donne pas. Je me suis remarié, une femme merveilleuse nommée Carole, qui partage mes valeurs et n'a aucun intérêt dans mes finances commerciales, sauf s'assurer que je suis heureux et en bonne santé. Je vis dans une belle maison que j'ai construite de mes propres mains, conduis des véhicules que j'ai payés avec de l'argent honnêtement gagné, et dors bien la nuit, sachant que tous dans ma vie sont là parce qu'ils veulent l'être, pas parce qu'ils planifient de me voler. Margaret et Daniel m'ont enseigné des leçons coûteuses mais précieuses sur la nature humaine. Mais ils m'ont aussi enseigné que j'étais capable d'une résilience extraordinaire, de pensée stratégique et de reconstruction réussie après une trahison dévastatrice. Leur plan pour détruire ma vie avait finalement rendu ma vie meilleure. Leur plan pour voler ma richesse m'avait finalement rendu plus riche. Leur plan pour trahir ma confiance m'avait finalement enseigné à construire de meilleures relations, plus fortes. À la fin, Margaret et Daniel m'avaient donné le plus grand cadeau possible.
Ils m'avaient montré qui ils étaient vraiment avant que leur plan puisse réussir, et ils avaient révélé des forces en moi que je ne savais pas posséder. Leur trahison avait été la pire chose qui m'est arrivée, mais la survivre avait été une des meilleures choses que j'ai jamais accomplies.